Hellbound, Hellraiser 2. Time to play. Hellraiser fait un succès pour le moins inattendu du point de vue de l'équipe qui avait travaillé dessus. Aucun parmi eux n'aurait parié que le film gagnerait une telle aura auprès des spectateurs, ni que les Cénobites marqueraient autant le cinéma d'horreur et ses amateurs les plus fervents. Et pour cause, ils n'apparaissaient finalement que très peu dans ce premier film, et n'en étaient ni les héros, ni les antagonistes principaux. L'équipe marketing avait simplement décidé de miser sur ces monstres atypiques, et encore plus sur Pinhead, ce nouveau prince des ténèbres aussi élégant que fascinant, aussi terrifiant qu'original. Et comme le dira Simon Bamford alias Butterball quelques années plus tard, pour le même prix, le marketing aurait basé sa promotion sur le groupe entier et les 4 compères des ténèbres, et là, qui sait si cela n'aurait pas changé l'avenir et la direction de la saga. Mais non, Pinhead était devenu la figure de proue de Hellraiser, et ce malgré les réticences de Clive Barker, qui ne l'avait pas pensé ainsi, et qui, selon ses propres mots, n'aimait pas ces franchises horrifiques dont le tueur devenait iconique, et en particulier les A Nightmare on Elm Street et leur Freddy Krueger, devenu une véritable star, et il refusait de considérer Pinhead comme tel. Pourtant, après un tel succès, un rêve fou commence à naître dans l'esprit de Clive et de son compère Chris Figg. Et s'il prenait enfin le relais de la légendaire Hammer, maître incontesté du cinéma d'horreur anglais éteint depuis maintenant trop longtemps, et qui ont depuis laissé la place vacante pour une nouvelle équipe, et surtout, une nouvelle vision. Cette idée plaît aussi au cadre de New World Pictures, qui, vu le succès de Hellraiser, comprennent qu'ils ont mis la main sur une poule aux œufs d'or, et qu'il faut l'exploiter, notamment avec une suite. Leur première volonté est de proposer à Clive de l'écrire et de la réaliser, lui qui est l'auteur de cette réussite inespérée, mais celui-ci se voit très occupé par la promotion de son livre Le Royaume des Devins, et par la suite sera pris par sa nouvelle cabale et son adaptation cinématographique. L'auteur aux multiples casquettes propose donc l'écrivain américain spécialisé dans l'horreur Michael McDowell, qui est validé par tout le monde. Malheureusement, il annulera peu de temps après pour des raisons personnelles. Et personnellement, j'aurais bien aimé voir sa version, surtout quand on sait que quelques temps plus tard, il nous donnera les scénarios de Beetlejuice, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore de La peau sur les os. Intéressant. Mais ce qui fait le malheur des uns fait bien sûr le bonheur des autres. Pour l'écriture du scénario, Clive proposera son vieux pote Peter Atkins, membre également de la Dog Company, équipe de théâtre dont faisaient partie Doug Bradley et Clive Barker, tous originaires de Liverpool. Dans le même temps, Tony Randall, représentant de la New World durant le tournage du premier film qu'il a monté et qui est à l'origine de la séquence légendaire de la résurrection de Frank, demande à ses patrons et à Barker et Figg de lui offrir le poste de réalisateur de la suite. Et malgré son manque d'expérience à ce poste, après quelques temps de réflexion, toutes les parties acceptent, en sachant que Clive suivrait le projet de près en tant que producteur et aiderait Randall autant que possible. Après tout, lui aussi était novice sur le tournage de Hellraiser et ne l'a pas oublié. Enfin, Bob Keane, responsable d'Image Animation, et donc d'une bonne partie des effets spéciaux et maquillage du premier film, n'était pas disponible pour cette suite, et, malgré la volonté de Clive Barker de l'avoir avec lui pour cette nouvelle aventure, il dut passer la main à son employé et ami Geoff Portas, qui avait lui aussi bossé sur Hellraiser. Ah, et si Bob Keane n'était pas libre, c'est parce qu'il travaillait à l'époque sur le projet Waxwork aux États-Unis, pour un certain Anthony Hicox, qui réalisera quelques temps plus tard Hellraiser 3. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'heure, tout était prêt pour se lancer dans le tournage de ce second opus qui nous emmènera un petit peu plus profondément encore dans le monde obscur des Cénobites. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Hellraiser 2 Hellbound. Après un premier opus qui était en quelque sorte un film de maison hanté intimiste, un drame romantique qui part légèrement en sucette, Peter Atkins avait dans l'idée d'explorer plus en détail la dimension infernale des Cénobites et écrit un scénario qui eut en tout 4 versions officielles, séparées entre elles par différents brainstorming, réunions et conseils de Clive Barker, Tony Randall et Chris Figg. Et l'écriture de ce scénario ne fut pas de tout repos. Entre le Black Monday, le crash financier de 1987 qui fit chuter le prix du dollar et donc amputa Hellraiser 2 d'environ un tiers de son budget, et le refus de reprendre son rôle d'Andrew Robinson, qui jouait le père de Kirsty dans le premier opus, Atkins avait de quoi s'arracher les cheveux. Car oui, Andrew Robinson refusa de revenir. Officiellement, parce qu'il était déçu du scénario, autant par le peu d'apparitions qu'il était censé faire que par l'intrigue en elle-même, dans laquelle il dira ne pas avoir reconnu la patte de Barker. Mais officieusement, il y avait dans ce refus des raisons financières, car ils ne purent jamais se mettre d'accord sur un contrat. Toujours est-il que d'une certaine façon, ce crash boursier avait également permis à ces deux novices, qu'étaient Randall et Atkins, de se faire embaucher. Bah oui, ils ne coûtaient pas cher à la prod, du coup c'était en quelque sorte un mal pour un bien. Et surtout, s'il fallait reconnaître un talent à Tony Randall, c'était qu'en
qu'en tant que producteur plutôt expérimenté et ancien élève de Roger Corman, il était plutôt bon pour estimer des budgets et économiser. Il conseilla donc à Atkins d'écrire le scénario qu'il désirait sans se mettre de frein financier, ce qu'il fit donc. Malheureusement, il n'a pris l'abandon de Robinson que quelques semaines avant le début du tournage, et cela le força à changer une part importante de son scénario. Dans celui-ci, Kirsty recevait un appel à l'aide de son père piégé en enfer, et elle décidait d'aller le chercher et de l'en ramener. Mais en fait, Atkins fut plutôt satisfait de devoir transformer l'intrigue, car il n'avait jamais été fan de l'idée que Larry soit bloqué en enfer, lui qui n'avait rien fait de mal en soi, et était montré comme un personnage positif dans le film. Il avait cependant abandonné face à l'insistance de Randall sur ce point, et l'avait donc inclus à contre-cœur dans son histoire. Quel soulagement ce fut donc pour lui de devoir l'effacer. D'ailleurs, revenons quelques instants sur l'intrigue de cette suite. Après les événements traumatisants pour elle de Hellraiser, Kirsty, qui a donc perdu son père dans de terribles circonstances, se retrouve à l'hôpital, tandis que la police enquête sur cette étrange affaire. Elle est alors sous la responsabilité du docteur Channard, sorte de psychiatre et de chirurgien fort respecté, mais qui possède vraisemblablement sa propre part d'ombre. En effet, nous apprendrons qu'il est fasciné par l'occulte et notamment par les configurations de Le Marchand, qu'il étudie depuis pas mal de temps. Ce cher médecin va tenter d'en savoir encore plus, et grâce au témoignage de Kirsty, essayer d'ouvrir un passage vers la dimension infernale d'où proviennent les Cénobites. À côté de ça, la jeune fille reçoit un appel à l'aide de la part de son père, visiblement donc bloqué en enfer, et décide d'aller l'y chercher, sans savoir qu'elle fonce tête baissée dans un piège. Le film va donc nous permettre d'explorer les ténébreux couloirs du monde des Cénobites pour notre plus grand bonheur. Welcome to hell. Du coup, malgré l'absence de Robinson, presque tous les rôles importants du film précédent étaient de retour. Claire Higgins revenait dans le rôle de Julia, Ashley Lawrence dans celui de Kirsty et Sean Chapman dans celui de l'oncle Frank. Le gang des Cénobites originel était aussi de retour, à l'exception de Grace Kirby dans le rôle de Female. La cousine de Clive Barker n'ayant pas supporté le lourd maquillage qu'elle avait dû porter, elle a décidé de ne pas réitérer l'expérience. Elle fut donc remplacée par la comédienne Barbie Wilde qui prit place aux côtés de Doug Bradley, Nicholas Vince et Simon Bamford. Curieusement, le personnage de Steve, interprété par Robert Innes, n'était plus présent, sans qu'aucune explication au niveau scénaristique ne soit donnée. Mais forcément, il y a de nouveaux personnages et donc, de nouveaux comédiens. Pour le rôle du grand méchant, l'acteur Kenneth Graham fut choisi, un spécialiste de théâtre qui aura une grande carrière, souvent acclamé par la critique professionnelle, et que Claire Higgins, qui fréquentait le même milieu, connaissait déjà. Il avouera plus tard avoir choisi le rôle principalement pour la paye, n'étant pas un amateur de cinéma d'horreur, mais que son grand ami Gary Oldman l'enviait énormément à l'époque pour son personnage dans Hellraiser 2. Selon Ken, c'est cette petite jalousie qui aurait poussé Oldman à devenir Dracula quelques années plus tard pour Coppola. C'est donc plutôt une belle histoire. Never drink wine. À ses côtés, la jeune Imogen Boorman, dont c'était le premier rôle, fut prise pour camper Tiffany, une jeune fille innocente et traumatisée par un horrible événement utilisé par Channard pour résoudre le casse-tête de la boîte de Le Marchand. Tiffany avait 16 ans, mais son personnage était plus jeune. Elle fut choisie pour son physique juvénile et son air presque spectral, qui correspondait, selon Randall, à une parfaite représentation de la pureté et de l'innocence. Enfin, dans une moindre mesure, William Hope rejoignait l'équipe dans la peau de Kyle, jeune médecin révolté par les méthodes de son supérieur, et qui remplacera plus ou moins Steve dans le rôle de l'amoureux de Kirsty. Il sortait d'Aliens de Cameron et avouera lui aussi ne pas s'être fort concentré sur son rôle, étant occupé au théâtre en même temps que le tournage. Comme ce n'était qu'un film d'horreur, cela ne demandait pas beaucoup d'efforts, selon lui. Enfin bon, il fit le taf malgré tout, et on ne pouvait pas dire non plus qu'il avait le rôle le plus important du film, loin de là. Le tournage se tint, donc, comme pour une partie du premier film, principalement à Pinewood Village, célèbre studio britannique, même si certains plans en extérieur étaient bien évidemment faits ailleurs. Et si certains des cerveaux principaux de Hellraiser n'étaient plus là pour ce Hellbound, la majeure partie de l'équipe était de retour, et tous étaient contents de se retrouver. Mais pour les quelques nouveaux, il était moins évident de trouver ses marques. Lors des premières heures de cette nouvelle expérience, Tony Randall fut particulièrement stressé par l'ampleur de sa tâche. Alors que l'équipe était déjà réunie et commençait même à tourner, Robert Vigeon, promu pour ce nouvel opus chef opérateur, se rendit compte que le réalisateur n'était pas sur le plateau. Tout en sachant qu'il s'agissait normalement du boulot de l'assistant réel, il quitta discrètement les lieux et se rendit dans la loge de Tony. Il l'y trouva, complètement paralysé par le stress, cloué à sa chaise. Il parvint à le rassurer et lui promit que toute l'équipe était là pour l'aider et l'accompagner dans cette nouvelle aventure, comme il l'avait fait pour Clive quelques années plus tôt. Tony Randall dira d'ailleurs plus tard qu'il était tout d'abord arrivé très confiant, fort de ses expériences dans la production, le montage ou encore dans les effets spéciaux, et qu'il s'était finalement rendu compte qu'il ne savait pas du tout comment s'y prendre et qu'il a appris le boulot sur le plateau, entouré de tous ces techniciens bienveillants et expérimentés.
Malgré tout, quelques erreurs furent commises. Des plans furent oubliés, comme celui où Kyle est censé aller chercher sa veste. Résultat, il sort du plan pour réapparaître quelques secondes plus tard sans que l'on comprenne où il est allé. Plusieurs plans cruciaux et oubliés furent d'ailleurs tournés après la fin du tournage officiel, notamment pour le combat final de Channard. Et heureusement, certains techniciens, et notamment Robert Vigeon, encore lui, purent corriger d'autres erreurs du jeune réal, comme des mauvais sens du plan par exemple. Et il y eut même des incidents. Claire Higgins, l'actrice de Julia, faillit prendre feu, et Nicholas Vince, alias le Chatterer, eut la surprise de se retrouver avec un crochet acéré de 30 cm planté dans le palais. Quant à Kenneth Cranham, le docteur Channard, il se blessa gravement à la suite d'erreurs de machinistes qui devaient se charger de le faire léviter. Car oui, c'est suite à Hellraiser, que Randall et Atkins voyaient comme une exploration de l'univers grandiose à peine évoqué précédemment, était beaucoup plus ambitieuse au niveau des effets spéciaux. Il y en avait beaucoup plus. Et commençons par la première séquence ambitieuse du film, la résurrection de Julia. Tout comme Frank dans le premier film, il s'avère que Julia reviendra depuis l'enfer des Cénobites dans notre monde, aidée en cela par le professeur Channard. Celui-ci, grâce à ses relations, s'empare du matelas trouvé chez Kirsty par la police et décide de mener une bien sombre expérience. L'un de ses patients, qui se croit continuellement dévoré par des asticots et autres insectes de guerre ragoûtants, a sans arrêt envie de se gratter jusqu'au sang pour faire partir les bestioles. Il décide alors bien généreusement de le déposer délicatement sur le matelas en question et de lui offrir un rasoir, afin qu'il puisse faire partir les vilaines créatures imaginaires. L'homme se mutilera alors de façon bien gore et les quantités astronomiques de sang dont il aspergera le matelas sous lui provoqueront la résurrection de cette femme horrible. La séquence en tant que telle fut éprouvante à tourner et très longue, toute une journée de tournage lui fut consacrée. Le moment où Julia sort du matelas est filmé en prise de vue inversée, ce qui lui donne un côté plus glauque encore, et l'acteur de Browning, notre cinglé, n'est autre que Christopher Smith qui joue le Frank écorché dans les deux films, et il était pour l'occasion muni d'une sorte de prothèse sur le torse qui contenait du faux sang afin de pouvoir se mutiler joyeusement sans problème. Ce fut si éprouvant à regarder, si réaliste et si écœurant au niveau des effets spéciaux, que plusieurs techniciens se sentirent mal et que l'un d'entre eux dut même quitter le plateau sous peine de défaillir. Elle était volontairement longue, insoutenable, grotesque et à la base, Randall voulait qu'elle soit accompagnée par une mélodie de Christopher Young revenu pour l'occasion. Mais celui-ci refusa et préféra proposer d'étranges sons discordants. Selon lui, la scène était suffisamment horrible comme ça, sans qu'une musique ne vienne tenter de l'amplifier, et ces sons étranges soulignaient beaucoup plus son côté dérangeant. Pour notre Julia écorchée, c'est la comédienne Deborah Joel qui a eu la joie d'être entièrement maquillée. Ce fut plus facile que pour le premier film, vu que l'équipe avait désormais de l'expérience en la matière. Contrairement à Frank, l'objectif était qu'elle reste séduisante même sous cette forme, et la forme de son corps, ainsi que de ses lèvres par exemple, furent travaillées pour lui donner un côté attirant et monstrueux à la fois. Une attraction inspirée notamment par les femmes robots de Giger et qui fonctionnera à merveille sur notre bon vieux Dr Channard qui en tombera éperdument amoureux, à moins qu'il ne soit en réalité charmé par ce qu'elle représentait. Ce fut un véritable casse-tête pour les maquilleurs que de la munir de bandelettes et de vêtements blancs. Certains devaient être tachés, quand d'autres devaient rester immaculés, et il fallait éviter que les bandelettes ne changent d'un plan à l'autre, sous peine de faux raccords évidents au niveau du visage de la jeune femme. Ils créèrent donc un masque à base de bandelettes pour éviter tout problème. Plutôt malin. Ensuite, nous avons la fameuse ouverture de la porte vers cet enfer, cette autre dimension où règne Pinhead et sa clique. Et Kirsty et Tiffany se retrouvent à en explorer les sombres tunnels, tandis que Channard y suit avec admiration sa guide Julia. Les tunnels que l'on avait à peine vus dans le premier film se retrouvent ici prolongés au sein d'une architecture gargantuesque et des plus ordonnées, où se succèdent des salles étranges et habitées par des visions cauchemardesques. Et nous avons droit à une vision splendide de Léviathan, maître des Cénobites, dieu de la chair, de l'avidité et du plaisir, seigneur du labyrinthe, sorte de forme géométrique maléfique qui trône au-dessus du labyrinthe infernal qui l'inonde d'une lumière noire aussi fascinante que terrifiante. Il y a plusieurs choses intéressantes à dire sur tout cela. Tout d'abord, ce fameux labyrinthe nous rappellera bien sûr d'une certaine manière le style de Escher. Pourtant, ici, tout est bien ordonné et structuré, car la vision d'Atkins et de Randall de l'enfer n'était pas menée par le chaos. Une ambiance presque religieuse semble régner sur ce gigantesque labyrinthe peint par le légendaire Cliff Kelly. C'est ce qu'on appelle du matte painting, de la peinture sur verre que l'on place devant la caméra et sur laquelle des espaces vides sont laissés afin de pouvoir filmer des scènes réelles. En plus de permettre de proposer des décors incroyables que leur budget n'aurait jamais au grand jamais permis de créer pour de vrai, cela leur donne un côté onirique, irréel et démesuré. Parfait pour la dimension des Cénobites. En plus des références à Escher, ce monde et son maître sont également une référence à la machine des Krell de Planète Interdite, ces décors immenses qui nous donnent l'impression d'être minuscules et de venir d'un autre univers. Quant au Léviathan, dans les premières versions du script, Barker et Atkins le nommaient simplement la Grande Bête, et Barker le voyait comme une créature organique, tentaculaire, Lovecraftienne même. C'est Randall qui ne voulait pas d'une créature de ce genre, il voyait plutôt quelque chose de géométrique, semblable à la configuration
configuration de Le Marchand, comme si c'était en quelque sorte la forme originelle de ces mystérieuses boîtes. C'est comme ça qu'il se représentait l'esprit humain, et il pensait qu'elle irait bien mieux au milieu d'un environnement ordonné et structuré, composé de multiples lignes parallèles et perpendiculaires. Ainsi, même si ce n'était pas son idée à la base, Barker en fut ravi et la valida instantanément. Et pour rendre le Léviathan plus terrible et impressionnant encore, Christopher Young accompagna son thème musical du code Morse pour dire Dieu. Et honnêtement, même quand on ne le capte pas, ce thème a quelque chose d'impressionnant. Le dieu des Cénobites avait donc sa cathédrale, et Atkins voulait absolument qu'il projette de la lumière noire, alors que les techniciens lui assuraient que c'était impossible. Pourtant, à force d'insister, ils ont étrangement trouvé un moyen d'y parvenir. Et le Léviathan, qui surplombe le labyrinthe obscur de cette dimension hostile, projetait donc cette lumière étrange. Ce qui était parfois difficile à reproduire durant le tournage, lors des scènes en plan moins large. Entre chaque plan, les éclairages devaient être déplacés, diminués ou augmentés, et ce fut un véritable casse-tête pour l'équipe technique, mais cela nous donne des plans tout simplement brillamment éclairés avec un jeu de couleurs et d'ombres très particulier, œuvre autant du Léviathan que des techniciens. Puis, nous avons eu la fameuse transformation du Dr Channard en Cénobite. Dans une séquence qui a tout du viol, le Léviathan s'empare de son nouveau jouet. Mais les fils de fer ne fonctionnaient pas comme l'équipe l'espérait esthétiquement parlant, et elle a dû trouver une solution en urgence. Ainsi, lors des plans rapprochés, le fil de fer est en fait remplacé par du fil à couture peint en argenté. L'illusion est parfaite. Nous aurons par la suite le plaisir de retrouver Channard complètement sublimé par sa transformation. Désormais la marionnette du Léviathan, il est carrément relié à lui par une sorte de tentacule ou de ventouse en forme de gigantesque pénis qui se fixe à son crâne et le fait léviter là où son maître souhaite le voir aller. La séquence où cette ventouse phallique se saisit de lui a été filmée également en prise de vue inversée, et la lévitation nécessitait un groupe de machinistes qui contrôlaient un harnais auquel Ken était fixé, ainsi que des techniciens qui se trouvaient à l'autre bout du tentacule monstrueux. Lors de certaines de ces séquences, Ken était doublé par un cascadeur, mais il s'est lui-même blessé dans l'une d'elles, malheureusement. Le tentacule mécanique mesurait 5 mètres et était couvert de lésions purulentes calquées sur de l'herpès qui brillait à cause de lubrifiants appliqués dessus, ce qui leur donne cet aspect syphilique écœurant. Lorsque le Dr Channard attaque, il utilise des sortes de tentacules organiques aux formes toujours aussi phalliques qui se transforment en tout ce que le chirurgien corrompu souhaite. Ces mouvements sont faits en stop motion et animés par Rory Fellows, ce qui fait de Hellraiser 2 l'un des tout derniers films d'horreur à vraiment utiliser ce procédé, comme un dernier hommage aux géants qu'il avait créés. L'idée de l'équipe était d'essayer de les rendre le plus convaincants possible, qu'ils divertissent le public et ne le dérangent pas par leur aspect visuel. Cela fonctionne la plupart du temps, même si leur côté factice est aujourd'hui plus visible. Pour certaines séquences en plan large, des maquettes et marionnettes furent utilisées pour représenter un Channard presque en transe. Plongé dans l'obscurité, l'illusion fonctionne malgré ses mouvements animés différemment. Quant au look général du personnage, on le doit à Geoff Portas, qui voulait le faire ressembler à Pinhead pour en faire une sorte de double maléfique. Pour le masque, qui ne couvre pas la totalité du visage, ils se sont inspirés plus ou moins de celui de Freddy Krueger pour son côté monstrueux, en lui donnant une teinte et une texture différentes. A noter qu'il dispose d'un impact de balle en hommage à celui de Robocop. You are under arrest. You have the right to remain silent. Fuck you. Puis, pour les films de fer qui lui enferment le visage, ils furent fixés au masque directement avec un mécanisme qui permettait de les tendre et de les détendre, situés à l'arrière. Le but était d'éviter les faux raccords en changeant l'emplacement des fils entre chaque séquence, encore une fois. Quant à son costume, il est donc semblable à celui de Pinhead, mais à cause de la carrure de Ken, il était beaucoup plus lourd et inconfortable que le sien, ce qui rendait les séquences en Cénobite particulièrement désagréables à filmer pour le comédien. Il s'appréciait tout de même en monstre et racontera plus tard qu'il était sorti par erreur sur le parking dans sa tenue de monstre et effraya une famille et leur chien, qui lui aboya frénétiquement dessus. Sinon, la stop motion ne fut pas seulement employée pour les mouvements tentaculaires de Channard, mais également pour ceux de Léviathan et certaines boîtes de Le Marchand. Globalement, les boîtes étaient les mêmes que celles du premier opus, même s'il y en avait une ou deux nouvelles, et si vous voulez en apprendre davantage, je vous renvoie à ma vidéo qui lui est consacrée. Bien sûr, nous avons également le retour de notre commando adoré, les 4 Cénobites originaux. Leurs costumes et maquillages sont à peu près les mêmes que celui qu'ils arboraient dans le film précédent, si on accepte celui de Female, différent parce que la comédienne avait changé, et qu'elle n'avait pas la même carrure ni le même physique que Grace Kirby. Au cours du film, l'apparence de Chatterer change, et il apparaît à un moment avec des yeux. C'était principalement pour permettre à Vince de voir où il mettait les pieds, lui qui était complètement aveugle derrière son masque sans cela. Pour le masque de Butterball, qui empêchait également Simon Bamford de voir quoi que ce soit lors du premier opus, des fentes avaient été ajoutées de façon plus discrète. Pour expliquer le changement dans l'apparence de Chatterer, une séquence était originellement prévue, où on le voyait dans une cellule faisant office d'un genre de salon de beauté corrompu, et on assistait à une opération qui lui ouvrait progressivement les yeux. Cette séquence a, selon certains techniciens, été tournée, et selon d'autres, ne l'a pas été. Dans tous les cas,
nous n'avons aucune image d'elle aujourd'hui. L'un des points culminants du film est bien sûr le combat entre les 4 Cénobites et Channard. Le docteur maléfique vient à bout assez facilement de ses 4 adversaires après que les attaques de Pinhead se soient révélées inefficaces contre lui. Il les bat l'un après l'autre et, après chaque chute, ils reprennent leur apparence humaine d'origine qui nous en dit plus sur leur background à chacun. Pour les 3 compères de Pinhead, ce ne sont pas les comédiens qui portent les costumes de Female Butterball et Shatterer qui apparaissent et portent leur visage humain, ce qui rend encore aujourd'hui ce cher Simon un petit peu amer. Doc Bradley par contre apparaît donc bel et bien pour la 2e fois du film pour jouer la chute du prince des ténèbres. La façon dont le combat devait se dérouler était beaucoup plus épique dans le scénario d'Atkins, mais étant donné les limites techniques et budgétaires qui entravaient le tournage, Randell a dû se contenter de ces idées-là, relativement classiques mais néanmoins dynamiques, et c'est à ce moment-là que ce pauvre Vince a eu sa mésaventure avec le crochet. Cette séquence a été vivement critiquée par les fans, notamment très déçus de voir leur groupe de Cénobites préférés se faire trucider de la sorte aussi facilement et rapidement par un Cénobite débutant qui venait à peine d'être créé. Pourtant, il y a pas mal de choses qu'elle nous fait comprendre. Juste avant d'affronter ce fou furieux de Channard, Pinhead et les siens ont eu affaire à Kirsty, qui les confronte à leur passé et personnalité humain. Elle sème le doute en eux, et l'espace d'une séquence leur rend leur humanité. Pinhead, Female Butterball et Shatterer sont alors affaiblis, ne sont plus dans leur état normal, alors que Channard, lui, est exalté et relié à Léviathan lui-même. Ils n'avaient aucune chance de le vaincre, alors qu'eux-mêmes s'écartaient à cet instant de la volonté de leur maître en se remémorant leur véritable nature, ce qu'ils avaient été. Lors de cette séquence, ils redeviennent les victimes de la boîte de le marchand qu'ils furent à un moment ou l'autre de leur vie, comme nous le montre cette séquence d'introduction où l'on voit l'officier Elliot Spencer, enfant de la génération perdue de la Première Guerre mondiale, résoudre le casse-tête et devenir Pinhead. Les Cénobites dans cette suite représentent les démons que nous avons chacun en nous et qui, avec l'aide du Léviathan, prennent le dessus sur leur personnalité humaine à l'image du Dr Channard. Ce personnage est réellement fascinant. Même sous son apparence humaine, on comprend vite que nous avons affaire à une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. En apparence, nous sommes en présence d'un chirurgien réputé, médecin très intelligent et riche, respecté et puissant. Pourtant, la façon dont il traite ses patients les plus gravement atteints et son obsession pour l'occulte nous prouve que derrière cette façade vertueuse se cache un être obscur, ce qui est bien symbolisé par sa maison. Les murs intérieurs de celle-ci sont complètement immaculés si l'on accepte sa chambre des mystères, dont les murs sont recouverts d'obscures photographies et où il entrepose une bien étrange collection. Depuis l'extérieur, lors d'un plan large de la maison, il s'agit de la seule pièce éclairée. La bâtisse représente alors Channard lui-même, immaculé et vertueux d'apparence, mais uniquement animé par son désir d'en savoir plus sur les Cénobites et leur univers, et surtout sur ce qu'il y a après la mort. Lorsqu'il rencontre Julia, celle-ci fait tache dans la blancheur de sa vie. Elle tache les murs parfaitement blancs de sang, pareil pour les vêtements qu'il lui offre. Cette intrusion de Julia dans son monde représente alors la façon qu'a la corruption provoquée par la curiosité malsaine de Channard de s'étendre à travers son esprit, voire son âme. Désormais, la noirceur tache même son apparence, ainsi que ses murs jusqu'ici immaculés, et le démon en lui commence à prendre le dessus. Julia est la matérialisation de ses désirs occultes les plus fous, et sa transformation en Cénobite est leur accomplissement total. Il s'abandonne complètement à son nouveau maître et accepte même de devenir un authentique pantin, une marionnette reliée à Léviathan, que celui-ci manipule et dirige comme il l'entend. Mais au-delà de tout ça, Channard est une représentation d'une peur que partagent Atkins et Randell au fond d'eux, et sans doute partagée par beaucoup de gens, celle des médecins. Ces détenteurs d'un savoir particulier auquel nous nous abandonnons lorsque nous sommes malades, blessés, que nous avons besoin d'eux, à qui nous offrons notre confiance et entre les mains de qui nous plaçons même nos vies, mais également parfois des êtres prétentieux qui se pensent au-dessus de leurs interlocuteurs, plus puissants, plus capables. Ces médecins stars qui deviennent millionnaires et célèbres pour leur talent ou leur découverte. Le nom de Channard est d'ailleurs la contraction de celui de Christian Barnard, chirurgien sud-africain qui a effectué la toute première transplantation cardiaque. Et Channard, toujours sûr de lui, de la façon dont il manipule les autres et notamment ses patients, a ses propres contradictions. Un médecin qui aime fumer, cela existe, mais ça n'est pas anodin. Cela représente la façon dont il se croit tout-puissant. Fumer est mauvais pour les autres, mais lui, grand médecin, est maître de la vie et de la mort. Il nous empêche de mourir grâce à ses talents et ses connaissances. Mais il veut aller plus loin encore, d'où ses recherches sur l'occulte et sur la vie après la mort. Mais bien sûr, au-delà de Channard et de Pinhead, nous retrouvons la véritable antagoniste des 2 premiers Hellraiser, Julia. Elle a changé depuis les événements du film précédent et semble s'être laissée complètement abandonnée à son démon intérieur. Plus belle que jamais, elle n'agit plus pour plaire à un homme, mais sert désormais le Léviathan, ainsi que ses propres intérêts. La preuve la plus marquante de son évolution est bien entendu la façon dont elle se débarrassera de l'oncle Frank, en lui arrachant le cœur, comme lui avait brisé le sien auparavant. Désormais dénuée de sentiments, elle n'a plus rien d'humain, à tel point qu'elle ne peut même plus rester dans son enveloppe humaine, qui n'est plus qu'un déguisement qu'elle laisse derrière elle, aspiré par son propre maître.
A l'inverse, lorsque Kirsty se cachera dans sa peau, nous aurons une carapace hideuse cachant un cœur plein de bonté, un stratagème qui lui permettra d'ailleurs d'abuser de Channard et de le vaincre. Normalement bien plus que Pinhead, c'est Julia qui devait porter la franchise sur ses épaules. C'était la volonté de Clive Barker, mais le public avait choisi le Cénobite, une démarche appuyée en plus par la New World Pictures. Claire Higgins elle-même refusa de devenir ce personnage central, ne voulant pas être transformée en Freddy Krueger féminin et surtout ne voulant pas que sa carrière soit réduite à son rôle dans Hellraiser. Elle ne voulait pas jouer dans les futures suites. Du coup, la fin originelle du film fut changée. À la base, elle devait ressortir du matelas, sous sa forme humaine et dans une magnifique robe, plus belle et terrifiante que jamais, telle la reine des ténèbres qu'elle était devenue, prenant la place d'un Pinhead déchu. À la place, nous avons eu le fameux pilier des âmes, qui surgit dans une scène finale devenue iconique et dont nous parlerons plus tard dans une prochaine vidéo. Julia disparaît relativement vite dans le film, du coup, contrairement au premier film dont elle était presque le personnage principal. Nous pouvons donc nous demander qui est le véritable personnage principal de cet opus-ci, s'il en a vraiment besoin d'un. Mais bien sûr, cela reste Kirsty, attirée dans cet enfer à la recherche de son père, ce qui était en réalité un piège de Frank, cet être si abominable. Mais qu'accomplit donc Kirsty dans ce deuxième épisode si elle ne sauve pas son père, qui n'est finalement absolument pas prisonnier de cet enfer? Eh bien, c'est Pinhead et les siens que Kirsty sauve, ainsi que Tiffany, attirée malgré elle dans ce sombre univers et qui est toujours une patiente du monstrueux Channard, qui les considère comme ses choses, même sous sa forme cénobite. En l'éliminant une bonne fois pour toutes, Kirsty libère enfin Tiffany de ses chaînes. Et cette jeune fille représente également l'enfant pur et innocent toujours enfoui en Kirsty, malgré les événements terribles qu'elle a subis. En la sauvant, c'est son intégrité et son innocence qu'elle sauve, pour s'échapper définitivement des griffes des Cénobites et de Léviathan, qui d'ailleurs, tandis qu'elle cherche à s'enfuir et sortir du labyrinthe, les attaque avec ce que Tony Randall qualifie de missile de sperme. Nouveau symbole sexuel et détournement de la natalité et de ce qui l'entoure pour en faire quelque chose de mortel, de dérangeant, de glauque. Car plus que jamais, dans Hellraiser 2, la naissance est au centre de tout, sans cesse parodiée de façon grotesque et liée à la mort. Les deux s'entremêlent. Les gens piégés dans cet enfer sont morts, et quand ils reviennent dans notre monde, ils renaissent plus qu'ils ne ressuscitent, à l'image de Frank dans le premier film, mais également de Julia dans celui-ci. Elle sort littéralement d'un matelas, comme si c'était le résultat d'un rapport sexuel, né des entrailles de la folie de Browning et de Channard, deux folies différentes, mais deux folies malgré tout. Et elle le fait au cours d'une séquence grotesque qui caricature bien le concept de naissance d'un point de vue infernal. Nous avons cette punition de Frank qui, au-delà de ce qu'il en comprend, nous montre des naissances qui se changent instantanément en mort. Et Kirsty elle-même voyage entre les deux mondes plusieurs fois depuis le premier film, en pénétrant dans les couloirs du labyrinthe et en ressortant. La transformation des Cénobites aussi est à la fois mort et naissance. L'humanité meurt et laisse la place à la créature, au démon, à la chose. Les cris des bébés sont toujours aussi présents d'ailleurs au détour de sombres tunnels de la cathédrale de Léviathan, le père des souffrances. Outre ces visions de la vie, de la mort et de la naissance et du décès, l'esprit humain et sa corruption, à savoir la folie, sont bien sûr au centre du récit. D'ailleurs, le monde des Cénobites est-il vraiment l'enfer, comme nous l'entendons dans son sens judéo-chrétien? Même si Clive Barker, contrairement à ce qu'on en dit aujourd'hui, a toujours soutenu que l'univers de Hellraiser et des Cénobites trouvait sa source dans la religion chrétienne, qu'il a en quelque sorte parodié dans son œuvre, ce labyrinthe n'est appelé enfer que deux fois dans le film. Une première fois par Frank et son message trompeur à destination de Kirsty, ce qui n'est rien d'autre qu'un piège, et par Pinhead lui-même, qui parle de la souffrance de Kirsty qui sera insoutenable même en enfer. Et cette réplique, Tony Randall a tout fait pour la faire supprimer, car il voulait absolument que le mot enfer ne soit jamais prononcé. Il souhaitait s'éloigner de la conception qu'on en avait, voulait perdre le spectateur dans un univers inconnu et différent de ce que nous connaissions, sans faire de lien religieux direct avec lui. Pour lui, ce labyrinthe était l'esprit humain, et nous le voyons notamment dans les documents qui traînent sur le bureau de Channard. Le voyage dans Hellraiser 2 est un voyage dans les tréfonds de nos propres esprits, à travers nos propres cauchemars, pour affronter nos propres démons, ou ceux de l'humanité. Un autre document pose la question suivante, et si la mort était la quatrième dimension? Pour garder l'ambiguïté autour de ce monde qui pourrait finalement tout aussi bien être l'enfer. Mais le doute devait planer pour Tony Randall. Quant à Atkins, il tenait vraiment à cette réplique, et il a fini par réussir à la garder. Toutes ces visions que je viens de vous donner, et qui ne sont pas non plus une liste exhaustive bien sûr, font de Hellraiser 2 une œuvre incroyablement riche et beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Beaucoup ont reproché à ce film ce qu'ils considèrent être des incohérences ou même des absurdités scénaristiques. Mais le visionnage de Hellraiser 2 est un voyage dans un tableau, au sens propre comme figuré, une errance à travers les cauchemars les plus obscurs et anciens de l'humanité. L'être humain y est corrompu, perdu. Les règles qu'il connaît dans son monde n'ont plus leur place en ces lieux, et cela transforme le visionnage en véritable périple. Une ambiance étrangement onirique et cauchemardesque se dégage de ces décors tortueux et obscurs, jamais vus encore au cinéma et plus jamais vus depuis, inspirés par les sujets qui nous fascinent et nous terrifient depuis toujours. La mort et la folie.
Ce voyage ne pouvait en aucun cas être limité par une intrigue linéaire et une narration ordinaire, et on se retrouve plus dans une atmosphère à la Argento qui perd son spectateur et qui ne s'embarrasse pas toujours d'explications ou de logique, car son intérêt premier n'est pas dans son histoire ou sa structure scénaristique, mais bien dans son atmosphère et le voyage dans lequel il cherche à nous faire embarquer. Une démarche parfois entreprise maladroitement par notre réalisateur et son scénariste novice tous les deux, mais honnête à tout point de vue, ultra référencé aussi bien en termes de pop culture que de messages ou discours, et c'est cet étrange mélange qui donne à ce film cette ambiance si particulière et difficile à retrouver au sein du cinéma d'horreur, accompagnée par la musique magistrale d'un Christopher Young au sommet de son art et qui gagnera même un Saturn Award pour sa performance. Sans oublier l'état d'esprit sombre, presque dépressif de Randall durant le tournage. Tout juste largué par sa copine et se posant tout un tas de questions sur l'état du monde qui l'entoure, le bien et le mal. Ce questionnement et sa déprime se ressentent particulièrement sur certaines séquences, comme celle de l'introduction qui, aujourd'hui encore, paraît étouffante, extrêmement tendue. Le film dispose à cause de tout cela d'une aura presque mythique, amplifiée par les légendes qui tournent autour de ces scènes coupées, comme celle des cénobites chirurgiens, un faux secret que les fans avaient tenté de percer durant des années avant qu'il ne nous soit révélé, décevant. Une simple séquence qui ne fonctionnait pas et avait donc été coupée. Tout simplement parce que les voyageurs, ceux qui ont vu le Léviathan, se sont perdus dans les méandres du labyrinthe et de leur propre esprit avaient envie d'en voir plus, de s'enfoncer plus profondément dans cet enfer, qu'il soit spirituel, physique ou mental. Mais plus jamais nous n'aurons droit à cette invitation et la franchise, se calquant sur des modèles plus conventionnels de sagas horrifiques lucratives, s'éloignera de cette direction à tout jamais et le Léviathan ne sera plus visité par la moindre caméra. Même s'il le fut encore par des mots couchés sur papier et diverses illustrations, preuve supplémentaire que Hellraiser 2 aura fasciné plus d'un spectateur. Et ce, malgré ses évidents défauts. C'est donc un voyage que je vous encourage à faire et à refaire, car il reste des multiples salles dans le labyrinthe qui n'attendent qu'un explorateur tel que vous pour révéler leur contenu. Mais il faut être capable d'accepter cette invitation. C'est désormais la fin de cette critique glauque, un petit peu particulière pour moi, et j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.